Le principe de la ferme telle qu'elle fonctionne, c'est d'avoir plusieurs ateliers qui interagissent les uns avec les autres. À commencer par un troupeau de vaches laitières, il y a 65 vaches laitières. Et puis les déjections des vaches, pour faire bref, servent à la pisciculture. C'est-à-dire que tous les lisiers sont utilisés pour créer une chaîne alimentaire, zooplancton, phytoplancton. Et ce zooplancton me sert à alimenter mes alevins de poissons. Donc ça me permet d'avoir des poissons qui ont des bonnes croissances et puis qui ont une alimentation naturelle beaucoup plus riche. Et d'épurer ainsi ma flotte. Donc ça c'est un premier maillon de mon cycle de production. Et puis après l'eau elle part dans les champs et les champs alimentent le troupeau de vaches. Donc je permets de fonctionner tous mes ateliers les uns avec les autres. C'est ce qui fait la particularité de la ferme. Ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans qu'on a commencé avec du poisson d'étang. La difficulté du poisson d'étang aujourd'hui, c'est la prédation des cormorans, des hérons. Vous faites comment? Comment on fait? Vous allez voir, il y a des filets un peu partout, sur les bassins, sur les pontons, pour empêcher les hérons de piquer trop vite les petits alevins, parce que c'est facile d'attraper une coille qui est multicolore. Moi, je me suis fait déjà vider 2 bassins comme ça par des hérons et par des martins-pêcheurs. Mais même en ville. Là, j'ai un nid de martin-pêcheur qui doit nicher quelque part, je les vois de temps en temps. Et en ville aussi, on a des gens qui nous témoignent de prédation dans leur bassin, quoi. Donc, c'est mon meilleur client, le héron. Finalement, il me ramène, il renouvelle le stock de poissons dans les bassins. Chez les clients, c'est pas plus mal aussi. Vous avez combien de plans d'eau? Ici, sur ce site-là, on a 19 bassins de production, donc des petits bassins comme vous avez là, qui sont les bassins de ponte ou de regroupement des tout petits alevins. Donc là, on est sur des coilles de 10 cm, un peu plus bas, on est sur de la coille de 15 cm. Donc là, les filets sont intégralement posés sur le bassin de manière à protéger au maximum ces petits individus-là. Donc, filet à grosse maille de 10-15 cm pour éviter que les oiseaux puissent s'introduire. Et c'est vrai qu'en faisant ça, quand on les reprend dans l'hiver pour refaire un tri, on a des poissons qui ont grossi, on a des poissons qui sont en bon état sanitaire. Il n'y a plus de stress par rapport aux oiseaux qui viennent en permanence plonger là-dedans. Donc, on s'assure vraiment d'une sécurité sanitaire et d'une sécurité de croissance, quoi. Donc on a des petits bassins ici, puis après plus on va vers le prolongement, on a des bassins un peu plus grands qui nous permettent de déposer les grosses coilles que vous avez vues là à titre momentané. On a des bassins qui font 500 à 1000 m², donc là on peut les laisser pour 2-3 mois en stabulation avant qu'elles repartent en étang ou qu'on les reprenne pour être vendues, quoi. Et puis on a cette grosse réserve derrière la haie de roseaux qui nous sert de réserve d'irrigation, de base de recyclage par rapport à mon cycle biologique entre les ateliers de la ferme et puis de zone d'élevage de grossissement. Donc on a quelques grosses coilles, on a de l'amour blanc dans cet étang-là. On a encore quelques brochets, peut-être avec des carpes cuir traditionnelles. Alors par contre la carpe cuir, moi j'en fais un petit commerce et je ne fais pas de gros spécimens. On me demande des poissons de 15-20 kilos, les gens pensent que ça tombe du ciel, quoi. Donc, il faut des étangs qui ont 20 ans sans avoir été pêchés pour trouver des individus comme ça. Et puis on ne peut pas faire cadeau d'un poisson qui a cet âge-là et qui demande autant de délicatesse à la manipulation, quoi. Vous les nourrissez avec des aliments flottants, coulants? Alors c'est selon les saisons. À cette saison, on commence à donner du coulant. Déjà parce que pour se protéger des oiseaux, en les mettant au fond, il y a moins de danger. Et puis parce que les poissons ont des demandes un peu moins importantes en cette saison. On voit bien qu'avec le soleil, ils viennent chercher encore un peu à manger, mais ils sont moins gourmands qu'en été. Donc on leur donne à manger 2 fois par semaine. Même l'hiver, on prémunit quand même encore leurs besoins. Je croyais que quand l'eau descendait sous 5-6 degrés, on arrêtait de les nourrir. Il ne faut pas arrêter de les nourrir complètement. Il faut garder toujours une petite base d'alimentation. Si votre eau reste froide trop longtemps, vos poissons vont maigrir abusivement et au printemps, quand arrive le réveil bactérien avec les parasites et toutes les bactéries, les staphylocoques et toutes les cochonneries qui circulent dans les poissons sont trop faibles. Donc c'est là qu'on voit des épidémies de vérémie, des épidémies de points blancs, dictyophtériose. Donc à un moment donné, il faut rester sur des poissons qui ont de la forme physique pour qu'au printemps, ils soient un peu plus aptes. Je ne dis pas qu'ils lutteront jusqu'au 0 problème, mais ils seront plus aptes à passer un coup de choc, quoi. Donc c'est pour défiler parce que même si le hangar... Non, alors c'est pas le problème des hérons, là c'est le problème des poissons qui sautent, qui cherchent à sauter d'un coup de queue, qui essayent à sortir. Donc pour éviter qu'elles s'endommagent, on met un filet juste pour les empêcher de sortir. C'est le bassin des grosses, ça. Là on est sur des poissons, pour les plus âgés, on n'est pas loin de la dizaine d'années, quoi. On a des individus qui font les 65 cm. Et j'en ai d'autres en étang qui sont dans les 10 kg. Une coille, ça peut vivre, etc. Selon leur environnement de vie, on peut aller sur les 15-20 ans sans difficulté. En bassin artificiel, leur cycle de vie est un peu moins bon en général.
entre la prédation des oiseaux et puis moins d'espace pour naviguer, ça fait des poissons qui vieilliront un peu moins, quoi. Mais après, tout dépend de l'oxygénation qu'on met et puis des filtrations qu'on a dans les bassins. L'oxygénation, donc dans un bassin, il faut toujours une pompe oxygénante. Alors ça, c'est une observation qu'on s'est faite. On a nos bassins de stockage en haut qui fonctionnaient bien. Et puis il y a des périodes de l'année où on a beaucoup plus de poissons que d'autres. Et j'ai trouvé du petit matériel, des petits compresseurs, genre petits compresseurs industriels, mais qui fait juste du gros bullage dans les bassins. Et le simple fait de faire ça, vous rapportez de l'oxygène dans un bassin où il y a quand même déjà pas mal de poissons. La cascade en soi ne suffit pas. Donc de remettre un petit peu de bullage supplémentaire, vous rapportez de l'air qui va permettre à tous les nitrites qui seraient potentiellement développés dans le bassin de se transformer en nitrates. Et les nitrates consommés par les plantes ou la filtration. Donc ça vous permet en permanence de nettoyer le bassin. Il ne faut pas oublier que le poisson, il vit là où il fait ses besoins. Donc à un moment donné, si on ne lui donne pas un petit coup d'air pour éradiquer, c'est comme un effet chasse d'eau, mais là c'est chasse d'air, pour lui permettre de retrouver un peu d'équilibre de vie, quoi. Vous voyez des beaux spécimens là. Regardez ça. Alors là, on est sur des beaux spécimens voiles en plus là. Ça, c'est une belle voile. Mais là, j'avais un très beau mâle cuir jaune qui est parti ce matin. Il va atterrir dans un étang du côté de Dijon. Il est en photo sur internet, vous le trouverez. Qu'est-ce qui fait le prix d'une coille? Si sa couleur suffit. Alors il y a l'esthétique. Si elles ont quelques blessures de guerre par rapport à des blessures d'oiseaux, elles seront un petit peu moins chères. Il y a l'aspect corporel, si c'est des gros spécimens en pleine forme. Les coloris, si on est sur des choses un petit peu atypiques. Si elles sont voiles, comme ce sont des spécimens un peu plus rares, les voiles auront tendance à coûter un petit peu plus cher. Voilà. Alors question, est-ce qu'une coille peut se reproduire avec une carpe normale? Tout à fait, ça reste les mêmes codes génétiques. Mais pas avec un poisson rouge? Mais pas avec un poisson rouge, non. Avec un carassin? Carassin, non, j'en ai pas vu de traces. Non, ça je crois pas. Par contre, c'est vrai que dans un bassin d'ornement, quand on met des coilles et des carassins, les gens sont surpris de voir les coilles ne pas reproduire. Mais en fait, c'est parce que les poissons rouges bouffent les œufs. Et que eux, étant très rustiques, colonisent le bassin en masse. Et donc, si on veut des coilles, il faut éviter de mettre trop de poissons rouges, sinon c'est une vraie catastrophe, quoi. D'accord. Donc moi, il faut que je me sépare de mes nettoyage. Ah, il va falloir faire un petit peu de nettoyage. Vous gardez quelques spécimens, mais une fois par an, passez un petit coup de filet pour éradiquer celles qui sont moins jolies. Parce qu'en plus, les poissons rouges, quand ils se reproduisent, ils ne restent pas toujours rouges. Vous avez du marron, du gris, du doré. Et ça, vous ne le voyez pas, mais ça consomme de l'air, ça consomme de la bouffe, et puis ça prend de la place dans un bassin. Donc de temps en temps, il faut nettoyer. La coille, elle se reproduit à quelle saison? Généralement au mois de mai, on commence les premières repros peuvent avoir lieu au mois de mai. Quand on a les premiers coups de chaud d'orage, et quelques journées orageuses où on a un choc thermique, c'est la période la plus facile pour faire de la reproduction naturelle. C'est la température de l'eau qui est. La température de l'eau, choc thermique. L'hiver, on les stocke en eau froide, et quand on voit qu'on va monter très fort en température, on peut se permettre de les mettre en bassin, et là, ça crée un choc thermique qui va déclencher la ponte. Mais on choisit aussi des spécimens qui sont prêts à pondre. Des femelles bien matures et puis des mâles spermiants. Si on met les individus qui ne sont pas prêts, ça ne fera pas d'effet, quoi. Alors à partir de quel âge les poissons sont matures? On est sur des individus qui sont autour de 4 ans. 4 à peu ans, près 4 ans. Quoi, 30, 35? On est sur des 35 cm minimum. Et c'est la taille qu'on choisit pour être sûr d'avoir assez de petits à la fin, quoi. Et la repro, vous faites une repro naturelle? Alors on a deux types d'introduction. On a de la reproduction naturelle pour une partie de nos coilles où on sélectionne nos reproducteurs, issus de croisements avec de la japonaise pour avoir du haut de gamme. Et puis après, je rentre aussi des alevins d'une collègue qui, elle, fait de la ponte artificielle désaisonnée. Donc ça me permet d'avoir différents coloris et différentes lignées, quoi. La ponte artificielle, c'est on récupère les... Dans une bassine, vous faites une piqûre d'implant d'hypophyse. Enfin, c'est pas de l'hypophyse, mais des extraits d'hormones. Vous injectez ça dans les poissons, vous récupérez les œufs, vous mélangez ça avec le sperme. Vous mettez ça dans une grande bouteille de zou et ça brasse. C'est un incubateur. Et ça éclose sous combien de temps des œufs de coille? Ça va dépendre de la température. C'est comme les œufs de poule. C'est-à-dire que c'est une incubation thermique. Donc si vous n'avez pas les degrés requis, votre ponte peut avorter.
Donc il faut qu'en général, en 7 jours, en principe, à peine 7 jours, tout doit avoir éclos. Justement, comment reconnaît-on une coille femelle d'une coille mâle? Ça, c'est un vrai jeu, c'est une vraie devinette. Moi, j'ai lu sur Internet, mais il y a beaucoup de bêtises sur Internet, que la femelle avait les nageoires plus rondes que le mâle. Alors moi, c'est pas un détail morphologique sur lequel je m'arrête, parce qu'ils bougent tout le temps et que la patience pour les regarder au détail près, c'est pas évident. Mais c'est vrai que ce qu'on observe sur des poissons adultes, c'est que le mâle il est toujours beaucoup plus fuselé, beaucoup plus longiligne que la femelle. Quand on est sur des poissons des gabarits qu'on a là, d'ailleurs des 50 à 60 cm, les femelles elles sont ventrues, elles sont plus larges. Et puis les mâles ils ressemblent à des fuseaux. La blanche c'est des mâles, c'est un mâle, ouais, tout à fait. La grande voile, l'orange cuir voilé, ça c'est un mâle aussi. Notre tanchot, ça c'est aussi un mâle. Là il n'y a pas de souci. Ça fait 2 ans qu'on expérimente avec mon gars de faire des étangs mâles et femelles pour les grossissements pour éviter d'avoir de la reproduction abusive. Parce que si on se retrouve dans un étang avec 1 tonne de petites carpes indésirables, ça devient problématique. Donc on expérimente depuis 2 ans de les sexer sur leur aspect visuel longiligne ou ventru, en regardant aussi leur abdomen et puis leur partie génitale. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop de reproduction. C'est une observation qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a l'air de marcher. Et quelle est votre couleur de coille préférée, si vous en avez eu? Déjà, j'aime bien les choses un peu atypiques. La tanchot en soi, elle est très belle, mais c'est pas forcément celle que je préfère. J'aime bien les cuirs, les coloris très lumineux. Sur les cuirs ressortent davantage les coloris. La couleur est plus nette et plus franche. J'en ai eu des très jolies que j'ai mis sur internet. J'aime beaucoup les tricolores. On n'a pas forcément l'occasion de les voir grossir parce que quand elles font 25-30 cm et qu'on les met à la vente, elles partent très rapidement. Bah oui, moi je veux une sanké. Ah bah oui, vous n'êtes pas casse-pied vous avec ça. Oui. Voilà. Une sanké, une kohaku, une chouchoui. Ah les chouchouis. Qu'est-ce qu'on m'en demande? Les chouchouis. La bleue et rouge. Bah, elle est magnifique aussi celle-ci. On a du mal à en avoir. J'en ai un peu dans mes petites. Il y a des coloris qu'on observe et puis après qu'ils évoluent, donc on les voit disparaître. C'est ça qui est un petit peu surprenant. Et puis la couleur peut changer selon les caractéristiques d'eau du bassin, entre des eaux un peu trop calcaires ou des eaux siliceuses, un peu acides. On a des nuances de coloris qui ne sont pas toujours les mêmes. En fonction de l'alimentation, vous amplifiez aussi les coloris. Moi, je vois dans mes bassins où elles ont une alimentation très riche, naturellement en daphnie et en spiruline, parce que sur mes bassins, j'ai de la spiruline naturelle. J'ai des poissons qui sortent avec des couleurs très très soutenues. C'est assez sympathique. Et puis quand vous avez des bassins trop perfectionnés, avec du matériel inadapté et des UV trop forts, il m'est arrivé d'avoir des gens me parler de poissons qui décoloraient. Parce que quand le poisson n'a plus de bactéries intestinales, il n'est plus en capacité d'ingérer et de digérer ce qu'on lui donne, y compris les pigmentants. Donc comme il est en stress, il décolore, ou il grisaille, des poissons qui deviennent gris, alors qu'ils étaient rouges initialement. Les poissons en stress décolorent. Donc attention à l'usage des UV qui sont trop forts et surdimensionnés dans un bassin peuvent être dommageables à la santé des poissons. Pour vous, il vaut mieux qu'ils soient mieux plantés que... Pour moi, il faut qu'ils soient bien filtrés, une filtration une fois par heure, donc une grosse pompe et un gros gabarit de filtre. Pas avec un UV, mais avec un gros conditionnement. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'avoir des mousses. La mousse n'est pas un support bactérien intéressant. On peut faire des filtres simples avec une cuve en eau de 1000 litres et de la pouzzolane. La pouzzolane, c'est un très bon support bactérien. Mieux, ce serait la zéolite, mais ça coûte très cher. La pouzzolane permet de faire un filtre à prix économique, 30 € la tonne. Donc ça reste simple. C'est facile à faire. Et puis, ça vous assure une bonne filtration mécanique et une bonne filtration biologique quand vous y remettez des bactéries. Et on voit des bassins même de 40 mètres cubes qui fonctionnent très bien avec des systèmes comme ça. Et pour moi, c'est plus sain et la biologie, elle sera bénéfique aux poissons. L'UV, c'est de l'artificiel et ça sera néfaste aux poissons. Je suis désolée, mais c'est pas ma tasse de thé, l'UV. Les vendeurs d'UV vont pas être contents. Ah non. Très indiscret, mais qu'est-ce qui est plus rentable, des vaches ou des coilles? C'est le cumul des deux. Il faut rester innovant, il faut être toujours sur du haut de gamme sans tomber dans le ultra haut de gamme. La japonaise ne m'intéresse pas. C'est pas un marché dans lequel moi je veux me lancer parce que c'est encore du temps et puis des démarches commerciales dans lesquelles j'ai pas le temps de m'investir. Donc je prends du recul par rapport à ça. Je pense qu'on est capable de proposer un poisson de qualité, d'un esthétique tout à fait abordable, assez plaisant et d'un prix abordable en restant compétitif. Donc c'est le cumul des activités dans la ferme et la complémentarité des ateliers qui fait qu'on devient rentable. C'est de l'oxygène pur? Oui, on les bulle dans l'oxygène pur, histoire de saturer un petit peu l'eau en oxygène et puis après on regonfle le sac à l'oxygène.
Ça leur permet de tenir 24 heures comme ça. Donc ça, on peut faire des expéditions. Et les poissons arrivent en caisse cartonnée, étanche. Et on a déjà testé, il n'y a aucun souci sur la qualité des poissons. On les fait partir à jeun, bien évidemment, pour éviter qu'ils ne brouillent l'eau de leur déjection. Donc quand on part avec ce type de sac, même dans son coffre, eh ben, c'est pratique. On peut s'arrêter chez le boulanger, il n'y a pas d'urgence. Surtout, ne pas courir parce qu'on a des poissons dans le coffre. Voilà. Et donc en arrivant dans le bassin, je les mets à tempérer. Alors, je dirais, on est comme en aquariophilie, il y a un peu de précaution à prendre pour que les poissons s'acclimatent en douceur. On laisse le sac flotter un quart d'heure, 20 minutes, en évitant qu'il dérive, parce que sinon on se casse les pieds à le récupérer. Donc on l'allonge un petit peu dans l'eau pour qu'il puisse se thermostater. Et puis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, vous percez le sac et vous laissez l'eau du bassin rentrer vers le sac, pour que les poissons s'acclimatent aussi chimiquement. Puis après, vous les laissez sortir gentiment et voilà, l'affaire est jouée. Il n'y a pas de problème.